ravi de vous voir aujourd'hui mobilisés. On est un peu plus d'une soixantaine. C'est grosso modo le pari que nous avions fait, hein, d'avoir entre 60 et 80 personnes. Voilà, c'est toujours compliqué. Les agendas sont extrêmement contraints. Certains parmi vous sont déjà bien au courant, hein, puisque certains participent en comité de direction ou bien dans le conseil d'études, conseil scientifique, conseil d'administration, où on a bien sûr assez souvent parlé de cette ambition. Et d'autres, peut-être, ça va être un peu plus en phase de découverte, hein, de prise de conscience un petit peu du sujet, même si je sais et j'espère en tout cas que ça a déjà fait quand même débat au sein de vos différentes structures. Alors, moi, simplement, en intro, pour vous donner un petit peu la genèse de ce qui, forcément, nous a motivés à essayer de relancer un petit peu une analyse globale de notre offre de formation, et en particulier donc formation d'ingénieurs, et qui a donné lieu, in fine, à la mise en place d'une feuille de route de transformation des formations. Le début de l'histoire, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la prospective INSA 2040, où là, on a vu quand même qu'on est dans un monde qui subit un certain nombre de transformations, que le rôle de l'ingénieur va être prégnant, qu'on a aujourd'hui on est peut-être au carrefour entre l'ingénieur responsable de certaines catastrophes qui sont peut-être devant nous, ou bien l'ingénieur réparateur d'un monde en souffrance. Tout ça, ça reste des questions qui sont largement ouvertes, mais en tout cas, on voyait bien lors de la démarche prospective que forcément, il fallait qu'on ait de plus en plus des ingénieurs responsables et puis en capacité de pouvoir opérer dans ces grandes transformations. Je pense notamment sur les enjeux climat-énergie. Donc, il y avait déjà quand même cette forme de sensibilisation entre nous. Et puis, ensuite est venu le projet avec The Shift Project, où là, eh bien, on a mis en place un copil à la fois à l'échelle du groupe et puis à la fois au niveau de l'INSA Toulouse, de façon à pouvoir réfléchir à un nouveau référentiel sur les enjeux climat-énergie. Mais à ce moment-là, on s'est dit, mais attendez, on va peut-être réattaquer, retravailler nos maquettes pour aborder les enjeux climat-énergie. Puis en même temps, on sait qu'on a aussi une autre grande transformation, c'est la transformation numérique. Et on sait aussi qu'on a aussi une autre grande transformation, c'est la transformation sociétale, justement, qui vient adresser la responsabilité sociétale de l'ingénieur, cet ingénieur que l'on veut donc humaniste. Et donc, on voit bien que c'est finalement plusieurs types de nouveaux ingrédients ou d'ingrédients un petit peu évolués qu'on cherche à mettre dans ce profil de l'ingénieur. Et ça nous a invité finalement à dire, mais écoutez, il faut quand même qu'on mette de la méthode parce qu'on ne va pas attaquer les enjeux climat-énergie pour finalement, dans 2 ans, rajouter du numérique et puis dans 3 ans, s'intéresser au profil de l'ingénieur humaniste. Donc, c'était vraiment l'ambition de cette feuille de route d'évolution de nos formations que de proposer un cadre, des éléments de méthode et puis ensuite avoir une forme de temporalité pour adresser tous ces enjeux. Et je dirais aussi que ces enjeux, finalement, ils sont classiques, hein, parce que je ne connais pas une seule école d'ingénieurs qui aujourd'hui ne s'intéresse pas aux enjeux climat-énergie, ne repose pas le sujet de l'ingénieur aussi citoyen dans la société, et puis de la même façon, tourner le dos à tout ce que peut apporter le numérique, notamment dans les évolutions du métier d'ingénieur. Ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement répandu dans beaucoup d'écoles. Également au niveau du groupe INSA, je pense que c'est Claude aussi qui avait participé, Claude Marange. On avait aussi essayé aussi de construire un petit peu des grandes orientations sur les évolutions de la formation au niveau du modèle de l'ingénieur INSA. Donc, tout ça fait que tout 2021, finalement, a été consacré à un travail assez collectif pour réussir à finalement stabiliser un texte de 3 pages qui fixe les grandes orientations donc, de l'évolution, de transformation donc, de nos formations. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Tout ça, ça a été validé aussi dans nos différents conseils, hein, et le dernier en date, ça a été celui du 16 décembre, donc ça a été le conseil d'administration. Le
l'autre ingrédient aussi, c'était qu'on a aussi constaté que lorsqu'on souhaite que nos nouveaux diplômés adressent des enjeux sociétaux, on sait très bien que ces enjeux sociétaux, forcément, appellent à faire travailler ensemble différentes communautés. On sait aussi que ces enjeux sociétaux appellent une démarche finalement professionnelle qui sera par définition donc interdisciplinaire. Et là, ça rajoute finalement un ingrédient supplémentaire dans cette feuille de route, c'est comment nos diplômes, qui sont des diplômes de spécialité, et on tient vraiment à ce que ce soit des diplômes de spécialité, on n'est pas en train de se transformer en une école centrale comme souhaiterait le faire notre voisin, mais comment notre diplôme de spécialité peut mettre nos étudiants en condition d'interdisciplinarité sur certains temps pédagogiques pour justement leur faire prendre un petit peu conscience finalement des enjeux qui font que dans le futur, plusieurs disciplines devront travailler ensemble au regard finalement de défis sociétaux, majeurs. Donc, il y a la question d'interdisciplinarité aussi qui a été adressée au sein de cette feuille de route. Et puis, il y a un dernier ingrédient, alors peut-être celui qui est le plus difficile à conduire hein, dans une école d'ingénieur ou dans tout type de formation, qui est de se reposer la question sur la densité de nos maquettes de formation. Voilà. Pourquoi on est arrivé à se poser à ces questions-là? Parce qu'on sait très bien que quand on fait un petit peu un benchmark par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, nous sommes sur la limite vraiment haute en termes de volume horaire produit pour notre communauté étudiante, et que ça se traduit ça par des emplois du temps qui sont archi pleins. Ça se traduit par un manque de temps disponible pour nos étudiants pour approfondir. Ça se traduit par un manque de temps aussi disponible pour nos enseignants-chercheurs, extrêmement chargés avec beaucoup d'heures complémentaires. Et puis, on a des emplois du temps qui sont extrêmement contraints, tellement contraints que finalement, si on veut penser des temps pédagogiques qui permettraient un peu plus d'agilité, de la remédiation, de l'interdisciplinarité, eh bien là, on voit que les emplois du temps tels que vous les connaissez aujourd'hui ne permettent pas ces agilités. Donc, tout ça a donné lieu à une feuille de route que Claude va vous présenter, avec également des annexes. Ces annexes-là, ce sont finalement des grandes orientations. Elles ne sont absolument pas là pour s'imposer à chacune des spécialités. Voilà, ce sont des préconisations, ce sont des indications, des sources de réflexion pour finalement les différents groupes de travail qui vont se mettre en place. Ce travail-là aussi, il a été beaucoup construit avec la communauté étudiante. Ça me semble extrêmement important aussi de les écouter. Beaucoup d'allers-retours aussi et d'analyses partagées au niveau entre le CE, le conseil des études et puis le comité de direction. Et donc aujourd'hui, on a un comité de pilotage qui est constitué, principalement animé par Claude Baron en qualité de vice-présidente du conseil des études. Avec le soutien de Jean-Yves Plantet qui est à la direction du C2IP, bien évidemment en très forte proximité avec Chloé Mauroy, notre directrice des études, et puis avec la participation aussi bien sûr d'Anthony Lesat qui est notre vice-président étudiant. Donc ça forme le COPIL. Et je tiens aussi à remercier un gros travail qu'a fait également Pascal Noble pendant l'année 2021, parce qu'il était également, il a été vice-président du Conseil des études et il a beaucoup tracté le sujet voilà, pour arriver à une feuille de route validée dans les différents conseils. Voilà quelques mots d'introduction qui refixent un tout petit peu la genèse de cette feuille de route. Dans le mail qu'on vous a envoyé, vous l'avez hein, accès à ce document-là, plus ces annexes, plus la note sur la réduction des heures maquettes. Claude, si ça te va, je te laisse la main. Donc, l'idée, c'est on vous présente quelques slides, celles qui ont déjà été présentées il y a à peu près une quinzaine de jours en comité de direction, et puis ensuite, ça permettra d'échanger, de répondre aussi à l'ensemble de vos questions. Bon, merci Bertrand pour cette introduction. Donc, je vais rappeler en quelques mots ce qu'a présenté Bertrand. Donc, au vu des transformations que vit notre société actuellement, il est nécessaire de revoir nos formations pour continuer à former des cadres scientifiques responsables. Donc, les trois transformations principales qui sont considérées, ce sont la transition écologique, numérique et sociale. Donc, il y a des problèmes autour de l'énergie, du climat, de l'environnement.
Il y a aussi des questions qui se posent au niveau de l'utilisation des données massives, de l'usage à bon escient de l'intelligence artificielle et au niveau de la société. Il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes de responsabilité sociétale, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de prendre en question conjointement l'ensemble de ces transformations pour ne pas s'épuiser à considérer tout d'abord des enjeux écologiques et puis numériques, etc. Et donc, nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire régulièrement, remettre en question le contenu de nos formations, mais aussi nos pédagogies, pour, dans une démarche naturelle d'amélioration continue, continuer à former des cadres qui seront employable en accord avec les besoins du marché et de la société. Et tout ça, on va le faire en capitalisant sur l'excellence de notre formation actuelle et en nous aidant de la réflexion collective. Donc, ce projet s'inscrit dans la stratégie d'établissement, mais aussi dans une stratégie de site et dans une stratégie de groupe. Par rapport à ça, comme Bertrand l'a rappelé, il est nécessaire de redonner du souffle en fait à nos communautés. Donc, tout d'abord à la communauté étudiante, de les replacer au cœur de leur formation en réponse au diagnostic de surcharge qui est présent depuis un certain temps, de redonner du temps pour approfondir les fondamentaux, de renforcer autonomie, initiative, de donner du sens au cursus, à la formation, et aussi leur permettre de s'impliquer dans des projets collaboratifs, d'aller davantage vers l'interdisciplinarité, de mieux construire avec solidité leurs projets professionnels, sans oublier la possibilité de se former à la recherche, d'acquérir de nouvelles compétences en savoir-être. On a parlé d'éthique tout à l'heure, on peut parler de sociologie aussi, et de bénéficier d'une offre de cours électifs que nous pouvons avoir sur notre site ou avec nos partenaires. La nécessité de redonner du souffle, elle est également valable pour les équipes pédagogiques et pour les gestionnaires. Donc, on constate au niveau des établissements, le conseil d'administration restreint en a fait le bilan récemment, qu'on avait un nombre d'heures complémentaires qui était très important. Et donc, redimensionner les maquettes permettrait à ceux qui le souhaitent de diminuer leur charge d'heures complémentaires. Mais ça permettrait aussi à la communauté enseignante de retrouver du temps pour se former, pour considérer les enjeux dont nous venons de parler dans leur propre discipline, de se faire accompagner sur les nouvelles pratiques pédagogiques et de s'impliquer, s'ils le souhaitent, dans le montage et l'encadrement de projets interdisciplinaires. Donc, où nous en sommes du projet? Donc, ça fait maintenant 1 an que les réflexions sont en cours et qu'elles ont amené à la coécriture d'une feuille de route et d'un certain nombre d'annexes. Donc, lors de l'année précédente, il y a eu énormément de présentations et d'échanges, que ce soit en CD ou en CE. Et l'année s'est soldée par l'avis du CE et le vote du CA en décembre dernier. Donc, nous en sommes aujourd'hui à la version 3 de la feuille de route. Alors, pourquoi la version 3? Parce que progressivement, la feuille de route a été mise à jour pour intégrer les retours des différents interlocuteurs à qui les présentations avaient été faites, et à la version 2 des annexes. Donc, la version 2 des annexes qui s'appuie sur la version 1, mais intègre toutes les remarques, les commentaires, les suggestions aussi qui ont pu être collectées. Donc, tous ces documents sont disponibles en ligne de façon libre. Vous avez l'adresse dans le mail. Et donc, maintenant, quel est l'objectif? L'objectif est d'organiser la réflexion collective pour réussir ensemble ce projet. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre les objectifs de la feuille de route, de nous appuyer sur les différentes pistes qu'on trouve dans les annexes, de bénéficier de ce souffle offert par le redimensionnement des maquettes et d'appliquer une approche programme pour s'assurer de la cohérence de nos cursus. Dans l'approche programme, c'est remettre en perspective les différentes évolutions qu'on peut avoir sur les différentes années du cursus dans une cohérence forte pour qu'au final, chaque cursus nous permette d'atteindre les compétences vidées à la sortie d'une spécialité. Donc, cela fait 1 an maintenant qu'on travaille. Le projet est déjà engagé. La stratégie d'établissement est posée. Une première réflexion a eu lieu. Et nous en sommes à mi-chemin. Donc, maintenant, c'est l'heure d'organiser le projet, d'organiser le travail afin de pouvoir revoir sereinement nos programmes pédagogiques, de nous assurer de la cohérence des cursus et d'être en mesure de déployer à l'issue de ce travail les nouveaux programmes.
Alors, où nous en sommes au niveau de l'organisation du projet et du pilotage? Eh bien, nous avons commencé à mettre en place une organisation du projet avec un comité de pilotage, un comité de coordination et des groupes de travail. Nous avons commencé à communiquer, que ce soit en CD, en CE, via les DOINSA ou aujourd'hui via ce webinaire. Et nous avons proposé de partager l'intégralité des documents utilisés sous le Drive. Donc, plus concrètement, au niveau de l'organisation du projet, on a établi un calendrier dans ces grandes lignes. On a proposé une organisation et un ensemble de rôles qui vont permettre de piloter ou de coordonner l'évolution du projet. On a proposé d'utiliser des outils de travail collaboratif. Donc, c'est l'objet du Drive que nous avons organisé pour permettre aux différents comités de fonctionner et aux groupes de travail. Nous avons réfléchi aux potentiels points bloquants qui pourraient se poser sur la route du projet et sommes en train de réfléchir à des éléments de cadrage. Donc, qu'est-ce qui a motivé le petit groupe qui a réfléchi à tout cela? C'est d'être un maximum inclusif au niveau des communautés enseignantes et étudiantes, de mettre en responsabilité les collègues qui ont un rôle majeur à jouer dans ce projet et de permettre l'agilité, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de graver dans le marbre une organisation dès à présent, mais de permettre une restructuration, une réorganisation, une remise en question des livrables pour être agile et arriver le plus efficacement possible aux objectifs de ce projet. Donc, ce que nous souhaitons, c'est partager au maximum, rendre visible l'avancement du travail et les documents de travail, tracer l'évolution du projet et les choix et les décisions qui sont faites tout au long du projet et assurer un meilleur suivi de ce projet-là. Au niveau de l'organigramme du projet, quand je parlais d'un petit groupe qui a réfléchi, donc il s'agit du comité de pilotage, qui regroupe la direction des études de la formation, la direction de C12IP et les 2 VP, étudiants et enseignants. Donc, l'objectif de ce petit groupe, le rôle, c'est de piloter l'avancement du projet, d'organiser le travail pour qu'il soit le plus fluide et le plus facile possible au niveau de l'établissement, donc mettre en place un calendrier, des livrables, des jalons, communiquer, s'assurer au final du respect des objectifs qui sont décrits dans la feuille de route, analyser les risques et valider les livrables. Donc, on se réunit relativement souvent, surtout dans cette phase de lancement, pour que tout se déroule au mieux. Donc, nous avons imaginé de mettre en place un certain nombre de groupes de travail, alors de façon matricielle. Donc, naturellement, on va trouver des groupes de travail qui adressent différentes spécialités et des groupes de travail transverses, notamment pour pouvoir traiter de l'interdisciplinarité. Chaque groupe de travail, j'ai oublié de le préciser, peut naturellement, à un moment donné du projet et pour une durée de vie à déterminer, mettre en place des sous-groupes de travail pour adresser des points particuliers. Et enfin, au cœur de l'organisation de ce projet se trouve le comité de coordination. Donc, le comité de coordination, il reprend les membres du comité de pilotage et les animateurs des groupes de travail. Donc, le rôle de ce comité est majeur puisque c'est lui qui va assurer le suivi et guider l'avancement des groupes de travail, s'assurer des bonnes pratiques transversales, de l'homogénéisation des choix, de l'intégration de l'ensemble des enjeux. C'est lui qui va collecter les difficultés remontées par les groupes de travail, gérer les problèmes, analyser les risques et intégrer tous les livrables pour assurer le partage et la mise en cohérence du travail. Au niveau de l'organisation des groupes de travail, donc je vous ai dit, c'est matriciel. Donc, on aura des groupes de spécialités. Donc là, pour ne pas multiplier non plus le nombre de groupes de travail et minimiser les efforts et la charge des animateurs, nous avons imaginé d'avoir 4 groupes de travail qui regroupent à chaque fois 2 spécialités selon la structure des PO. Donc, on aura un GTI-CBE, un GTI-C, un GTI-MAX et un GTMIC, avec comme animateurs les directeurs des départements de spécialité associés à l'APE. Donc, quels sont les rôles de ces groupes de travail? Eh bien, c'est de s'emparer des objectifs de la feuille de route, de considérer conjointement les enjeux écologiques, numériques et sociétaux, et d'adresser aussi l'interdisciplinarité et l'interscience. Donc, quels sont les temps pédagogiques les plus adéquats
pour mettre en place des projets ou des activités liées à l'interdisciplinarité. Et ça se fera en relation avec un groupe de travail transverse que nous verrons tout à l'heure. Donc, les questions traitées concerneront aussi évidemment le dimensionnement des maquettes et le couplage avec la recherche, l'international, l'entrepreneuriat, tous les autres éléments en fait, qu'il faut considérer. Au niveau des groupes de travail transverses, naturellement, est ressorti de l'analyse le besoin d'avoir un groupe de travail spécifique sur la première année qui va s'assurer des interfaces amont-aval avec d'une part le bac et d'autre part les PO. Donc, ce rôle-là est majeur puisqu'en fait, c'est ce groupe-là qui va adresser tout spécifiquement le socle de compétences communs au PO. Et en pendant de ce groupe, on va trouver un groupe de travail interdisciplinaire ou intersciences et interdisciplinaire. Donc, quelle est la différence entre intersciences et interdisciplinaire? C'est que, en fait, d'une part, on peut considérer qu'on va associer plusieurs sciences, par exemple l'automatique et la mécanique au sein d'un travail interdisciplinaire, ou alors intersciences, c'est-à-dire qu'on va faire un enseignement en anglais, donc on associe des langues avec un enseignement scientifique, ou de la sociologie avec un enseignement scientifique. Et donc, c'est ce groupe-là qui va s'emparer des problèmes d'interdisciplinarité et intersciences. Donc, il a comme rôle de réfléchir à des dispositifs possibles pour déployer l'interdisciplinarité et l'interscience, d'imaginer des accompagnements et de se coordonner avec les groupes de travail disciplinaires pour les déployer au meilleur moment de la formation. Donc, c'est lui aussi qui va réfléchir aux ouvertures possibles et à la part de cours lectifs qu'on peut introduire dans le cursus. Donc, si vous souhaitez participer à ces groupes de travail, n'hésitez pas à contacter les animateurs pour participer. Donc, les animateurs, ce sont les directeurs de département. Donc, suite à l'analyse qui a été faite sur l'année précédente, il y a déjà des pistes de travail qui ont été identifiées. Donc, naturellement, on va trouver des pistes qui adressent les contenus et des pistes qui adressent les pratiques pédagogiques. Donc, au niveau des contenus, naturellement, on va interroger les compétences que nous ciblons, analyser les parcours et revoir nos maquettes en fonction. Donc, tout cela passe par un état des lieux des enseignements qui montre déjà que beaucoup d'éléments sont déjà en place au niveau des programmes, et ensuite de déterminer les espaces pour faire évoluer les formations. Donc, l'idée, c'est en priorité de mettre à profit l'existant. Donc, nous avons des temps pédagogiques qui s'y prêtent tout particulièrement, le projet doc en première année, les modules d'ouverture, les projets de 4e et 5e année, la semaine climat énergie, nos différents stages aux différentes années de formation. Il y a déjà des choses qu'on peut colorer assez facilement. Et ensuite, ça sera si nécessaire de développer de nouveaux espaces à identifier pour adresser les enjeux au niveau d'expertise souhaité. Et donc, ce sont les départements qui vont définir quels sont les niveaux d'expertise souhaités, que ce soit au niveau de la transition écologique, la transition numérique ou la transition sociétale. Et une fois que ce travail aura été fait, il s'agira de valider la compétence des parcours en intégrant l'ensemble des évolutions que la formation aura intégrées au regard des compétences à acquérir. Et dans un second temps, on va interroger nos pratiques pédagogiques et les mettre en adéquation avec aussi les objectifs qu'on a définis au niveau du contenu. Donc, de la même façon, on va faire un état des lieux des pratiques et des besoins et on va s'appuyer sur les dispositifs et l'accompagnement du C2IP pour les mettre en équation, pour les mettre en adéquation avec la formation. Au niveau du calendrier, donc nous sommes en février 2022. Il est temps de démarrer la réflexion sur la structuration des maquettes pour qu'au CE de décembre, on ait déjà une première proposition de dimensionnement des maquettes et de contenu à proposer. Et ensuite, il y aura un temps de validation par les conseils et d'ajustement jusqu'au CA de mars 2023 qui nous autorisera ou pas à déployer
sur les 5 années les nouvelles maquettes pour qu'elles soient opérationnelles en septembre 2023. Donc, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je reste à disposition. Merci, Claude. Peut-être au niveau du COPIL, s'il y a des collègues qui veulent rajouter quelques éléments, ou bien d'autres collègues qui ont été très contributeurs dans l'écriture des différentes annexes, enjeux climat-énergie, numérique, l'approche programme, enjeux sociétaux, l'interdisciplinarité. N'hésitez pas à intervenir. Alain, je vois que tu as branché ton micro, donc c'est peut-être que tu souhaites intervenir. Oui. Merci pour la présentation. Il y a quelque chose qui m'a un peu échappé. Je ne vois pas comment les groupes de travail qui ont été définis vont aider à déployer les enjeux climat-énergie et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Au niveau des groupes de travail, donc il y a, je vais partager, ça sera plus facile. Alors, au niveau des groupes de travail, il y a des groupes de travail donc, par spécialité, de spécialité. Et en fait, ce sont chaque groupe qui vont s'emparer des objectifs de la feuille de route, c'est-à-dire à la fois des enjeux climat-énergie, mais aussi des enjeux numériques et des enjeux sociétaux. Donc, ce sont chaque groupe de travail qui va traiter de ces différents enjeux, en s'appuyant bien évidemment pour les enjeux climat-énergie sur les recommandations du COPIL Climat Sud. Ça n'aurait pas été l'occasion de travailler avec davantage de spécialités connectées pour déployer tout ce qui concerne climat-énergie et intelligence artificielle? Là, je vois mal comment dans le groupe de travail ICBE, par exemple, je vois mal comment on va déployer ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors, quand tu parles de spécialité connectée, tu veux dire quoi, Alain, quand tu parles de spécialité connectée? Dans le groupe de travail ICBE, là, il y a GP3E et GB. Oui. Et si on veut déployer dans nos formations tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, je pense qu'on aurait besoin grandement de discuter et de support de collègues d'autres départements. Bien sûr. Et du coup, si tu veux, c'est pour ça que j'ai précisé, je ne sais pas si ça répond à ta question, le rôle majeur de ce comité de coordination. Parce que dans ce comité de coordination, on va retrouver les animateurs des différents GT, qu'ils soient de spécialité ou qu'ils soient transverses. Et donc, c'est là qu'on va faire remonter les questions. Donc, s'il y a un moment besoin de discuter sur comment dans le groupe de travail ICBE, on va adresser les problèmes d'intelligence artificielle, eh bien, ce groupe de travail-là va faire remonter ses besoins en disant, voilà, nous, par rapport à notre formation, on verrait tel et tel besoin par rapport à l'utilisation de l'IA. Et donc, ça va remonter au niveau du comité de coordination. Et là, on va peut-être mettre en place un groupe de travail spécifique, si tu veux, entre les spécialistes d'intelligence artificielle, où on va mutualiser les besoins, peut-être, ça va être une autre option, en disant, ben voilà, on va clarifier le socle commun de maîtrise du numérique sur les PO, et on va spécialiser de façon un peu plus précise sur les années 4-5, selon les départements, les besoins dans l'usage de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que ce comité de coordination, là, il est vraiment à l'interface, et c'est un vrai levier qui va permettre de jouer là-dessus. Est-ce que ça répond à la question, Alain? Ça t'éclaircit? Parce que ce que tu dis, c'est fondamental. Tu poses la question sur les deux spécialités GB et GP3E. De la même façon, le génie civil probablement va vouloir, et on l'espère en tout cas, réfléchir et de façon à voir si le traitement massif des données appliqué au génie civil, est-ce qu'il y a là une brique intéressante pour ces ingénieurs? Ça aussi, il faut qu'il y ait ce temps pédagogique à la fois de réflexion et puis après de mise en place.
Est-ce que tu verrais peut-être d'autres modalités d'organisation, Alain? À titre personnel, par exemple, je ne sais pas ce que l'intelligence artificielle peut apporter précisément dans nos spécialités. Et pour acquérir cette connaissance, je pense qu'il faudrait beaucoup de discussions et d'échanges avec nos collègues qui sont spécialistes. Et je crains un peu que la structure-là soit trop centrée sur les spécialités. Mais je me trompe peut-être. Non, non, mais alors c'est vraiment toute la difficulté de l'exercice, parce que je crois qu'il y a une grande majorité de notre communauté qu'il faut écouter aussi et qui sont extrêmement attachés effectivement aux disciplinaires. Pour autant, on voit bien que nos enseignements disciplinaires ont besoin d'être irrigués par des approches qui sont très complémentaires et des briques notamment de formation venant d'autres disciplines. Donc, j'espère qu'avec le GT sous-entendu interdisciplinarité, intersciences, j'espère que là, il y aura par exemple un ou des collègues du GP3E qui pourront se poser la question, mais est-ce que je peux faire plus de choses avec les humanités ou est-ce que je peux faire plus de choses avec des collègues matheux, notamment sur les problématiques d'IA en lien avec, par exemple, le traitement des eaux, par exemple. J'espère que ces temps-là rendront, et ces groupes de travail-là rendra possible ce type d'initiative. Claude, tu as dit quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça? Oui, je voulais poser la même question à Alain, en fait. Qu'est-ce qu'il verrait peut-être comme suggestion, comme proposition d'aménagement des groupes pour répondre à sa question? Et au-delà, Alain, en fait, ce que je voudrais préciser, c'est que, en fait, cette structuration-là actuelle, c'est la structuration courante qui nous a semblé le meilleur compromis pour adresser les différents objectifs que nous avions, sans forcément faire une organisation trop complexe et qui allait solliciter dans trop de groupes de travail les communautés. Et effectivement, on s'est posé les mêmes questions que toi, c'est-à-dire que, par exemple, si on réduit les maquettes dans telle année, est-ce qu'on fait une réduction est-ce que, par exemple, on déploie, par exemple, je prends les maths, ou je prends les sports. Donc, les sports, par exemple, sur l'année 2, il faut que toutes les PO aient le même volume de sport. Donc, il va falloir homogénéiser à un certain moment. Donc, toi, tu parles de l'IA. Mais effectivement, l'IA, il y a certainement un socle qu'il va falloir assurer au niveau de la PO. Et ensuite, chaque spécialité va pouvoir aller plus profondément dans une expertise par rapport à l'IA. Donc, il y a des choses qui sont transverses. Et en discutant avec un certain nombre de personnes de spécialités différentes, au début, on avait imaginé un groupe transverse ClimatSup, un groupe transverse numérique et un groupe transverse sociétal. Mais là, c'était une organisation trop complexe qui n'aurait pas fonctionné. Donc, on a imaginé ce groupe inter qui potentiellement, tu vois, pourrait peut-être mettre en place un groupe de durée de vie transitoire sur comment adresser les problèmes d'intelligence artificielle dans les différentes spécialités à une année donnée, pourquoi pas. Donc, et c'est pour ça qu'on a voulu laisser la liberté sur une structure relativement simple et relativement matricielle d'adresser les différents points à un certain moment de la vie du projet. Alors peut-être que certains points vont émerger comme ça, mais ça sera les structures qui vont faire émerger les besoins et créer des groupes de réflexion à un certain moment du projet. Et il nous a semblé que c'était la solution la plus viable. Claude Marange, Claude M. Oui, alors moi, je trouve le projet super ambitieux avec plein d'objectifs qui sont importants. Mais ce que je trouve un peu compliqué, voire même contradictoire, c'est comment on peut rajouter de l'IA, du ClimatSup, du sociétal, etc., en réduisant 240 heures de maquette. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, surtout, je rejoins ce qu'a dit Alain, surtout en travaillant par PO comme c'est fait là, que finalement tout le monde se ressente sur son cœur de métier et que finalement tous les aspects transversaux, ça passe à la trappe. Quand tu dis, Bertrand, les annexes, elles sont totalement, c'est des guides, mais il n'y a rien d'imposé. Moi, je suis sûr que dans certains départements, ClimatSup, ça ne se mettra jamais en place. Donc, ça me paraît un peu contradictoire de dire il faut acheter tout plein de choses, il faut diminuer. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'on accepte qu'il va y avoir une baisse de niveau dans certaines disciplines scientifiques au détriment du transversal?
De toute façon, peut-être on va être plusieurs à répondre. Déjà, une première remarque, je pense que c'est important que chacune des spécialités se saisisse finalement du profil de l'ingénieur qui veut en sortir. Donc, de façon à pouvoir mettre le curseur où ils veulent, où ils pensent que c'est pertinent, sur les enjeux sociétaux, sur le numérique et sur les enjeux climat-énergie. On sait qu'il y a des spécialités qui sont déjà très proches et des spécialités qui sont beaucoup plus éloignées. Donc, je pense que c'est vraiment important que chacune des spécialités ait la main sur l'évaluation du curseur là où ils souhaitent le mettre. Après, je pense que quand tu dis rajouter plein de choses, enfin, je pense que ce plein de choses, c'est vraiment aux différentes spécialités d'évaluer. Mais après, il y a un comité de coordination, il y a aussi un comité de pilotage, ben, finalement pour vraiment s'assurer qu'on prend bien en compte les différents enjeux. Parce que sinon, ce serait un rendez-vous raté. Et puis, ce genre de gros travail où on repense un petit peu nos maquettes, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les 6 mois, enfin, voilà, parce qu'il faut aussi faire les choses sur du temps long. Après la réduction, ben, c'est en gros sur l'ensemble des années, sur les 5 années, ça correspond à 7% de réduction, à la fois sur les disciplines de spécialité et puis sur l'ensemble des disciplines transverses. Donc, on sait que c'est quand même relativement modeste. Et on sait aussi qu'on a des maquettes, quand on compare ce qui se fait dans les autres écoles d'ingénieurs, qui sont extrêmement généreuses. On est toujours vraiment sur le plafond. Et là, on va retrouver finalement une forme de valeur moyenne en termes de volume enseigné à nos étudiants. Et ensuite, pour continuer de répondre à ta question, donc, ce serait effectivement contre-productif à l'heure où on appelle à davantage d'interdisciplinarité. Et puis ça, c'est un mouvement de fond. Je sais que ce n'est pas simple à mettre en place, mais on voit que c'est quelque chose dont on a besoin finalement de se saisir. On le voit en France, on le voit aussi très fortement donc, en Europe. Et il me semble que pour éviter qu'il y ait cette forme de recentrage sur les spécialités, ce qui serait contre-productif, on doit réfléchir aussi à des temps pédagogiques qui existent déjà, mais qu'on pourrait colorer davantage sur les différentes transitions. Je pense au projet doc. Tu dis que, enfin, on avait évoqué déjà ensemble que le projet doc, il pourrait servir davantage les enjeux sociétaux, pourquoi pas les enjeux climat-énergie. Les modules d'ouverture, je pense que comme il faut faire des choix, tu l'as dit, peut-être qu'on pourrait les colorer davantage, ces choix-là, colorer ces temps, au niveau des modules d'ouverture pour que ce soit par exemple des lieux où on puisse faire du challenge-based learning à la mode ici à You pour adresser les enjeux climat-énergie. De la même façon, vous avez déjà dans vos spécialités déjà beaucoup de temps de projet. Eh bien, peut-être que ces temps de projet-là, si on arrivait aussi à les associer à certaines disciplines des sciences humaines et sociales, eh bien, ça permettrait d'avoir un temps un peu plus optimisé sans perdre les compétences de la spécialité. Et également, dans une approche programme, je pense que c'est aussi une façon d'avoir une lecture un petit peu objective de la meilleure coordination possible de l'ensemble des disciplines, d'éviter les redondances là où les redondances sont peut-être inutiles. Et je pense que là, on a aussi des étudiants qui ont pas mal de choses aussi à nous faire remonter comme appréciation. Donc, je sais que c'est un travail d'optimisation, c'est un travail d'ingénierie pédagogique, mais c'est pour ça qu'on doit se donner aussi le temps de le faire. Mais aujourd'hui, quand on s'adresse à la communauté, mais finalement, sur les 3 transitions, il y a un consensus complet de dire oui, effectivement, il faut les adresser. Et sur l'effet qu'on a des maquettes trop chargées, on a aussi un consensus complet de dire oui, effectivement, nos maquettes sont tellement bourrées qu'on n'a aucune agilité dans nos emplois du temps et que finalement, pour faire travailler, par exemple, un peu de DGEI avec le GP3E, eh bien, on n'arrive pas à faire se rencontrer finalement les emplois du temps. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller là-dessus. Et oui, tu as raison, hein, la pédagogie, c'est aussi la répétition. Donc, ça, il faut faire extrêmement attention là-dessus aussi, bien sûr. Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a d'autres membres du COPIL ou autres qui souhaiteraient compléter ce que je viens de dire? Peut-être par rapport à l'inquiétude de Claude là, sur le fait que certains départements
n'adresse pas à la hauteur souhaitée, notamment par le COPIL ClimatSup, les enjeux environnement. Donc, nous sommes en train de réfléchir à un tableau de bord avec différents indicateurs qui nous permettra de vérifier qu'effectivement, chaque groupe de travail fait des propositions qui permettent bien d'adresser à la hauteur visée les différents enjeux. Donc, ça, évidemment, quand la réflexion sera un peu avancée, on vous le soumettra pour que vous le validiez. Ça veut dire qu'on va faire effectivement ce suivi, mais moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des directeurs de départements et de spécialités. C'est eux qui présenteront leur maquette et la façon dont les enjeux climat-énergie sont intégrés, notamment à la CTI, avec un rapport à rendre en 2024, une visite peut-être en 2025 ou en 2026. Voilà, je pense qu'il faut tous qu'on soit bien conscients donc, de la prégnance de ces enjeux et qu'on arrive effectivement avec de l'ingénierie pédagogique à former des ingénieurs responsables. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Je pense qu'il faut que tout le monde en soit vraiment convaincu. Sinon, de toute façon, je pense qu'on aurait une difficulté par rapport à ce qu'on doit effectivement produire en tant qu'opérateur de l'État. Et puis, on va avoir aussi une génération d'étudiants qui va nous tourner le dos si on fait semblant de considérer ces enjeux-là. Thierry, ça fait un petit moment que tu voulais prendre la parole. Oui, moi je me posais une question, si vous adressiez aussi comment mobiliser les étudiants là-dedans. Je vais peut-être faire un peu vieux con, mais la réduction en 5e année, le fait d'avoir des enseignements hybrides, de mettre de l'interdisciplinarité, finalement tout ça, de ce que j'ai vécu moi, ça m'a fait plutôt perdre des étudiants. J'ai l'impression qu'ils étaient moins connectés aux cours. Voilà, et j'ai de plus en plus de mal en fait à les faire travailler. Voilà, tout ça mélangé, finalement, c'est plutôt des freins à les impliquer que les mettre sur des thématiques très strictes, très guidées. Voilà, je me demandais si vous aviez aussi prévu de réfléchir à comment mobiliser les étudiants plus qu'ils ne sont. Et bon, il y a l'effet post-Covid, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une tendance de fond depuis quelques années qui s'accentue. Alors, je peux être un premier élément de réponse. Déjà, les étudiants sont complètement partie prenante du travail. Donc, il y a Antonin qui est présent, il pourra compléter après. Mais ils sont impliqués, ils sont actifs, ils sont demandeurs que nous adressions toutes ces transformations et ils sont aussi demandeurs de redimensionner les volumes des maquettes. Donc ça, finalement, moi, je n'ai pas tellement d'inquiétude par rapport à l'adhésion de la communauté étudiante parce que c'est eux qui nous poussent. Et le deuxième point, c'était quoi déjà que tu avais dressé? Oui, comment mobiliser les étudiants, par exemple. Alors, je vois au niveau du COPIL ClimatSup et les personnes du COPIL présentes pourront témoigner aussi. Donc, il y a le The Shift Project qui fait des recommandations assez fortes pour pour embarquer les étudiants dans les formations, c'est-à-dire qu'eux-mêmes proposent des défis, des challenges qui soient traités, qu'ils interviennent, qu'ils fassent des exposés, qu'ils fassent des travaux, qu'ils présentent au reste de la classe. Donc, les rendre acteurs, quand on dit les rendre acteurs de la formation, c'est bien ce que suggère The Shift Project pour ClimatSup. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Pour les autres enjeux, on n'a pas encore de recommandations aussi précises, mais je pense qu'au niveau de l'implication des étudiants… Ça, je pense que ça adresse toujours le même cœur d'étudiants qui finalement, quoi qu'on fasse, sont toujours moteurs. Mais il y a toute une communauté à côté qui est moins moteur dans tout ce qui se passe, qui ne participe pas forcément, et qui est de plus en plus difficile finalement d'accrocher à tout ça. Et cette communauté-là, comment arriver à cibler cette communauté particulière d'étudiants qui sont finalement moins impliqués, qui ressentent moins cette besoin d'ouverture, voilà, toutes ces choses-là. Comment on arrive à impliquer ces étudiants? D'accord. Il faudra peut-être qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et voilà, Jean-Yves, si tu veux intervenir. Si la suite de la question, c'est effectivement la question de l'engagement en temps réel des étudiants en cours, en TD ou en TP, il est bon de rappeler ici que le C2IP existe et que depuis maintenant 4 ans, pas mal d'enseignants viennent chercher au C2IP des réponses, des éléments de réponse à cette question-là et qu'on construit de façon collaborative sur les 4 piliers de l'apprentissage,
autour de l'attention, de l'engagement et de toutes les techniques qui permettent de maintenir ce niveau d'engagement au plus haut. Donc, viens nous voir ou reviens nous voir. Je reviendrai, oui, parce que voilà, Oui. j'ai mis un cours en hybride et finalement, je ne suis pas super satisfait. Les étudiants qui sont là, c'est super. Je veux dire, c'est top. Vraiment, ils sont très intéressés, ils posent des questions très judicieuses. C'est vraiment un cours qui est super intéressant, mais j'ai perdu une partie de la classe. Par rapport à juste ce qui est dit, il y a une référence à la semaine climat-énergie là, dans le chat. Justement, enfin, là, on a déjà du temps, a priori, mobilisé, mobilisable. Je vois aussi Gilles, notre référent développement durable, hein, qui est très attentif à ça. On a déjà du temps pour les enjeux climat-énergie autour de cette fameuse semaine, donc intersemestre. La question qui va se poser, parce qu'on peut avoir des inquiétudes effectivement sur la mobilisation des étudiants, si on est toujours sur du facultatif, ils sont à la fois extrêmement motivés, mais finalement il y en a très peu, donc comment ça marche en quelque sorte, comment il faut faire? Bon, la réflexion qu'on va vous renvoyer, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait par exemple un crédit à ECTS attribué dans le cadre de cette semaine climat-énergie au regard de telle et telle activité pédagogique. Voilà, et ça, je pense que pour capter, pour fixer les étudiants, c'est peut-être extrêmement important. Et puis aussi, ce qui est fait pendant la semaine climat-énergie, ça veut dire que ça ne vient pas prendre du temps sur d'autres enseignements de certains cours dits fondamentaux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Marie-Agnès. Peut-être une remarque à la suite de l'intervention d'Alain et puis de la remarque de Pascal Noble, disant rien n'empêche un GTSP d'inviter un spécialiste d'un autre département. Pour moi, pour réussir ce pari de l'interdisciplinarité, de l'élargissement aussi, il faut que ça passe peut-être par une meilleure interconnaissance. Je pense que du côté des sciences humaines et sociales, on a peut-être à mieux partager, mieux expliquer ce que nous faisons, mais pas que. Et donc, j'espère que tout ce travail sur la feuille de route nous donnera aussi, au-delà de ces groupes de travail par double spécialité, de développer une meilleure interconnaissance qui facilitera sans doute aussi ces ouvertures au bon niveau sur d'autres disciplines, qu'elles soient SHS ou autres sciences dures. C'est tout. Merci Marie-Agnès. D'autres questions, commentaires? Peut-être ça peut donner le temps à d'autres questions. Claude, est-ce que tu peux peut-être revenir sur le timing des prochaines semaines, ce qu'on compte faire sur les prochaines semaines? Oui, donc au niveau du projet là, à court terme, donc ce qu'on envisage, c'est que les animateurs de groupes de travail commencent à constituer, à composer ces groupes de travail, pour que dès la rentrée des vacances de février, les groupes de travail soient en mesure de démarrer les réflexions. Alors peut-être pas, peut-être de façon cadencée, c'est-à-dire que bon, pour le moment, le groupe de travail 1A et puis Inter vont travailler sur les interfaces, sur les dispositifs, et puis les groupes de spécialité vont peut-être avancer un peu plus rapidement pour définir, préciser les compétences attendues en fin de cursus, préciser à quel niveau ils veulent adresser différents enjeux dans les années 4, 5, etc. Puis ça va remonter vers les PO, puis vers les 1A. Donc il y a certainement un calage à faire au niveau du travail des groupes de travail. On va aussi vous proposer une formation en fait aux différents acteurs sur quels documents sont disponibles à quel endroit, à destination de qui. On va essayer aussi de faciliter le travail des groupes de travail
en proposant des documents structurants, donc au niveau de ce qui est entendu, au niveau d'un compte-rendu, avec des outils automatiques sur le Drive qui vont vous permettre d'aller collecter de façon automatique les synthèses des autres groupes de travail pour vous mettre à jour en un seul coup d'œil des résultats récents des groupes de travail. Donc, tout un tas de choses comme ça qu'on est en train de mettre en place et sur lequel on va vous former le plus rapidement possible. Et on va organiser aussi dès la semaine prochaine une première réunion du comité de coordination pour discuter du planning, des différentes difficultés que peut-être il est nécessaire d'anticiper, et puis de collecter tous les avis pour que dès la rentrée de février, les groupes de travail travaillent le plus sereinement et le plus possible. Donc ça, c'est à très court terme. Et puis, on va mettre en place un calendrier un peu plus précis avec des jalons, des livrables pour cadencer de façon un peu plus harmonieuse l'avancement des différents groupes. Si Jean-Yves et Chloé et Antonin, vous voulez compléter. Non, tu n'as pas parfaitement résumé. Donc, l'idée au niveau du COPIL, c'est vraiment d'être un pas en avance et de niveler le terrain et d'enlever tous les cailloux qui pourraient se trouver sur le chemin pour que le projet se déroule au mieux. Et évidemment, on est à l'écoute et on est preneur de toute critique, toute suggestion pour les intégrer et nous améliorer au niveau du suivi et de la conduite du projet. Une chose qu'on n'a pas forcément beaucoup abordée, mais qui nous paraît essentielle, et c'est vraiment bien marqué aussi dans la feuille de route, ça va surprendre personne, c'est le fait aussi qu'on puisse mettre nos étudiants en contexte international. Donc ça, c'est l'internationalisation du parcours. À travers les challenges, on verra comment est-ce qu'on peut les décliner, à quel moment. Ça va forcément être associé à un petit nombre d'étudiants. Mais ça va, en complément de ça, il y a aussi les cours qui continueront de se faire en anglais ou bien aussi des modules de formation qui peuvent être pratiqués par une autre université et qui sont mis à disposition aussi de nos étudiants. Donc, c'est toutes ces nouvelles agilités de façon ensuite à ce que la mobilité, elle, soit plutôt pensée différemment pour avoir une mobilité responsable, qu'il faut aussi penser l'internationalisation également sur le campus. Et puis, finalement, il y a aussi un terme un mot que je n'ai pas beaucoup entendu, ni même dans vos réactions, c'est le couplage avec la recherche. Ça nous paraît absolument fondamental. On se fait le reproche collectivement que nos étudiants, dès qu'ils arrivent post-bac, mais finalement, il leur faut beaucoup de temps pour comprendre qu'ils sont en proximité avec un labo de recherche. Eh bien, là aussi, comment est-ce qu'on arrive, peut-être à travers les enjeux climat-énergie, peut-être à travers la semaine climat-énergie, peut-être à travers le projet doc ou autre, comment est-ce qu'on arrive finalement à leur faire prendre conscience qu'ils vont étudier en proximité des labos, qui sont des véritables ressources pour les éclairer aussi sur les sciences et sur ce qu'ils veulent faire aussi plus tard. Donc là, il y a des mécanismes aussi à réfléchir. Et bien sûr, qu'on aille vers une densification du couplage avec la recherche au fur et à mesure qu'on monte dans les années d'études, et après, on a les 4 et 5. Même si on voit qu'on a un taux de poursuite en thèse qui commence à réaugmenter, probablement grâce à beaucoup d'efforts qui sont pratiqués dans les différents départements, mais on voit quand même qu'on est quand même assez loin par rapport à un niveau de poursuite en thèse qu'on avait il y a quelques années. Donc ça, c'est aussi un point d'attention. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Écoutez, il est 59, donc on finit à l'heure. Merci infiniment. Donc tout ça, on va continuer de diffuser toutes les informations nécessaires. C'est absolument indispensable que nos directeurs de départements et de centres qui portent les responsabilités des spécialités soient vraiment en animation dans chacune des structures et qu'on embarque aussi la communauté étudiante.
Et je pense que c'est comme ça, donc, dans un travail collectif, sachant qu'entre maintenant et puis septembre 2023, eh bien, on a 1 an et demi. Et donc, je sais que c'est à la fois un temps court, mais au regard, par exemple, des attentes de certaines communautés, je pense que c'est aussi un temps raisonnable pour travailler. Alors, on fera le maximum. S'il faut relaxer les agendas, on relaxera les agendas. Ce qui compte, c'est la qualité de ce qu'on produit. Mais déjà, là, je pense qu'on se donne les moyens de travailler sereinement. Je ne sais pas s'il y a une autre personne du COPI ou Claude, si tu vois d'autres éléments, Claude B, à rajouter. Non, moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Je pense qu'au niveau du calendrier, on a déjà un peu relâché. On a poussé jusqu'au maximum la date du CA en 2023 pour valider, pour laisser le temps de discuter. Et puis même au-delà du CA, il y a toujours des ajustements qui vont se faire naturellement jusqu'au déploiement en rentrée 2023. Donc effectivement, je pense qu'on a le temps de faire des choses. Et j'espère qu'elles seront de la qualité qu'on vise. Merci. Merci à vous toutes et à vous tous et bonne continuation.